Si je vous parle du requin le plus dangereux, il y a fort à parier que vous pensiez au grand requin blanc. C'est le héros de, entre guillemets, le méchant plutôt devrais-je dire, du film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. C'est une bestiole qui atteint 6 mètres de long. C'est probablement le requin le plus connu du grand public, en plus d'être le premier requin auquel on pense quand on pense requin dangereux. Il est connu à cause du danger même qu'il représenterait pour l'homme. Si vous vous y connaissez un petit peu plus, il existe d'autres autres espèces qui ont été relativement bien médiatisées ces dernières années, notamment le requin tigre, qui apparaît également dans Les Dents de la Mer d'ailleurs, qui est surnommé la poubelle des mers, qui a la réputation de s'attaquer à absolument tout ce qui bouge et qui en plus a le nom de tigre avec les rayures qui vont avec, un prédateur qui est déjà connu pour le danger qu'il peut représenter pour l'homme. Voilà. Le requin bulldog, enfin, a également un nom très évocateur d'une bestiole dangereuse très évocatrice, et il est responsable d'un certain nombre d'attaques le long de la Réunion ces dernières années, sur des surfeurs. Donc voilà, on a une espèce de trio, un triangle maudit, auquel on pense tout de suite quand on pense requin dangereux, du fait de l'action des grands médias surtout, et également de la culture, des films, etc. Cependant, il est possible que le requin le plus dangereux qui ait jamais existé, plus précisément le requin le plus meurtrier qui ait jamais existé, ne soit aucun de ces trois-là. Le célèbre commandant Jacques Cousteau, océanographe, et qui nous a fourni d'ailleurs lui aussi des films, Le Monde du Silence notamment, qui a inventé le scaphandre, eh bien lui, il n'attribuait ce titre à aucun de ces trois espèces-là. Ces trois espèces, des requins qui attaquent, qui chassent, qui patrouillent le long des côtes assez souvent, notamment pour se nourrir. Dans le cas du grand requin blanc, par exemple, il va s'attaquer à des otaries qu'il confondra parfois avec des humains, d'où les attaques qui peuvent en résulter. Le requin tigre, lui, va être attiré par certaines activités humaines, et le requin bulldog, lui, c'est un requin qui peut évoluer en eau très peu profonde, voire carrément s'aventurer dans les rivières. Donc ce sont trois requins qui maximisent le contact avec l'homme en allant directement dans les territoires où nous, on peut se trouver, notamment les plages. Cependant, le requin dont je veux vous parler, c'est un requin qui est quasi exclusivement trouvé dans le grand large, dans le grand bleu. Bienvenue dans le manoir vide, où on raconte la légende noire du requin Langimane. Alors si vous êtes thalassophobe, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant, parce que là, on va bien parler du grand bleu, du grand large, avec tout ce qu'il a d'angoissant. On est dans un univers dans lequel vous ne voyez pas où on quitte la côte, on ne voit plus ce qui se trouve en dessous de nos pieds, le fond est à une profondeur qui peut atteindre parfois des kilomètres et des kilomètres. On ne voit pas devant nous c'est l'infini, derrière nous c'est pareil, autour de nous c'est pareil. Il n'y a que la surface, juste au-dessus, et l'étendue de l'océan, soulevée par les vagues. C'est dans ces circonstances que l'homme peut tomber sur le requin Langimane. Alors, il va évidemment émerger du grand bleu lentement, petit à petit. D'abord, ça ne sera probablement qu'une silhouette, peut-être cachée par un petit banc de poissons pilotes, comme c'est courant de l'apercevoir. Et puis petit à petit, il va se détacher au fur et à mesure qu'il se rapproche de vous. Et peut-être que dès cette première rencontre, vous vous apercevrez que ce n'est pas exactement le grand requin blanc, le requin bulldog ou le requin tigre. Il a l'air beaucoup moins dangereux en fait, parce que ces trois requins dont je vous parle sont assez massifs, ils sont assez gros, et ils ont une mâchoire qui va avec cette taille. Même le requin bulldog, qui est le plus petit des trois, reste très large. Il a quelque chose de très imposant, cet animal. Tu sens une certaine force. Le nom bulldog vient de sa mâchoire, de sa tête écrasée et de la puissance qui va avec. Le requin Langimane, lui, en comparaison, il a l'air beaucoup plus fin, beaucoup plus, en quelque sorte, fragile. Et avec ça, il est étonnamment lent, il a une allure qui est connue, qui est notoire pour être particulièrement lente comparée à d'autres espèces de requins. Il minimise ses efforts, mais pourtant vous sentez quelque chose qui cloche. Peut-être ne serait-ce que ses nageoires qui sont étonnamment longues, allongées, et contrairement aux autres requins, elles sont lobées, elles ne sont pas détachées en triangle avec des angles acérés, non, elles sont tout en rondeur et tout en longueur, et en finesse aussi. Un Slenderman des requins, un Slender Shark. Il a quelque chose d'extrêmement gracieux. Le commandant Cousteau dira que c'est un des requins les plus laids qu'il connaisse, mais personnellement je trouve qu'il l'abuse complètement. Ce qui a fait dire à Cousteau qu'il était très sale, parce qu'il n'était pas du tout aussi régulier comme une carlingue, comme une voiture, que pouvaient être les autres requins, avec cet aspect un peu métallique, un petit peu sobre. Lui au contraire il est assez moucheté, il a l'air un peu plus vivant, il a l'air un peu plus texturé que les autres requins, avec notamment ces taches blanches, très irrégulières, pas du tout, on va dire pas aussi marquées que chez les autres. Il a quelque chose de très élégant ce requin, je trouve, dans sa façon de glisser dans l'eau, avec toutes ces nageoires qui ont l'air pourtant pas très fortes, vous voyez. Il a ce côté délicat, mais
Peut-être sentez-vous que quelque chose cloche, peut-être parce que je vous ai dit que c'était un des requins les plus dangereux. Derrière cette apparente lenteur se cache une force de prédation, notamment quand vous vous intéressez aux espèces qu'il chasse. Bon, déjà classiquement, on retrouve quelques calmars, quelques poissons comme les maquereaux, pour l'instant rien de bien alarmant. Et puis ensuite, quand vous regardez les autres proies, vous allez peut-être vous étonner de certains spécimens que vous y croiserez. On parle d'un requin qui dépasse très rarement les 3 mètres et qui a cette apparence un peu plus fine que les autres mastodontes dont je vous ai parlé. Par exemple, il chasse le thon. Il peut chasser un prédateur qui atteint parfois 2 mètres, qui dépasse les 2 mètres. Mais aussi l'espadon, le coryphène, la carangue, un animal qui peut s'attaquer à des oiseaux marins, le régalec, le vrai serpent de mer. C'est ça qu'il chasse. Une monstruosité que je connaissais pas du tout avant, le cavallo, je crois que ça se dit comme ça, qui ressemble à un mélange entre un dinosaure et un espadon. C'est très improbable. Les taches blanches qu'on aperçoit sur les nageoires du requin longimane ont été déjà théorisées par les spécialistes comme des leurres destinés à tromper leur proie, comme les thons, comme les espadons, visant par un jeu de lumière dû à la proximité peut-être avec la surface, à les faire ressembler à des mouvements de poissons, de bancs de poissons, sur lesquels leurs proies doivent se jeter. Et parmi ces taches blanches, parfois on retrouve des traces de combat, et notamment des traces de morsures de calmars géants. Donc avec la taille de ses proies, déjà, vous pouvez vous dire que quelque chose cloche. En fait, si ce requin est lent, c'est parce qu'il est littéralement en aura farming. C'est une façon de le dire, hein, mais ça a une fonction pour lui. Le requin contient son énergie. Le requin économise chacun de ses mouvements. Pourquoi ? Parce que c'est un requin qui évolue en pleine eau où les proies sont rares. Son énergie est constamment contenue à l'intérieur de lui. C'est peut-être ça qui peut vous faire dire, avant même d'avoir vu l'animal à l'œuvre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet animal, quelque chose de très menaçant. La vérité, c'est que c'est un opportuniste, ce requin. Contrairement à d'autres espèces qui sont un peu plus spécialistes, dira-t-on, qui sont capables de mettre beaucoup d'efforts dans la traque d'une proie avant de les capturer avec une certaine facilité, lui, c'est l'inverse. Lui, il reste très économe, très, on va dire presque paresseux dans sa façon de traquer ses proies. Par contre, quand il va tomber dessus, quelle qu'elle soit, du calmar au coryphène, eh bien il va déchaîner son énergie sur elle. Et parfois, cette proie, cette occasion de se nourrir, c'est un homme. Comment est-ce qu'on pénètre dans le domaine du longimane ? Pour la même raison qu'il n'est pas aussi connu que ces trois-là, qu'il n'est pas aussi actuel que ces trois-là. Comment on pénètre dans le domaine du longimane ? Eh bien en faisant un naufrage. C'est pour ça aussi que le longimane est moins connu que les autres, parce qu'il appartient au siècle précédent, celui des grandes guerres. Pour que vous vous figuriez un petit peu comment ces attaques peuvent avoir lieu, comment ces attaques se déroulent, je vais vous relater un des drames, comme il y en a eu beaucoup, de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'histoire de l'USS Indianapolis, qui sera baptisée tout simplement, ni plus ni moins, que la pire attaque de requins de tous les temps, telles qu'elles sont connues depuis qu'on les recense. L'USS Indianapolis, pour vous resituer un petit peu, alors on est en 1945, l'USS Indianapolis part de San Francisco avec 1195 hommes à son bord. Plus un colis top secret. Il a pour mission top secrète d'emmener cette boîte à la base navale de Tinian, qui est une base marine plutôt située à l'autre côté du Pacifique, pas très loin des côtes asiatiques. Le navire va réussir à accomplir sa mission, il va traverser l'océan et livrer la cargaison, mais sur le retour, l'un des commandants va s'alarmer de la faible escorte dont il bénéficie. Il n'en a en fait aucune. L'histoire va malheureusement lui donner raison, puisqu'en fin du mois de juillet, le navire va se faire torpiller par 2 sous-marins japonais. Il va instantanément couler. On sera à ce moment-là en pleine nuit, minuit 15, et le navire va couler en 12 minutes. L'ordre immédiatement sera donné de quitter le navire, mais malgré ça, 300 hommes périront dans l'explosion
et l'accident. Pour les survivants, le cauchemar commence. La plupart d'entre eux vont réussir à se procurer un gilet de sauvetage. Cependant, déjà, tout le monde n'en trouvera pas. Et ensuite, les canaux de sauvetage, eux, seront trop peu pour embarquer la plupart des hommes et sauver les dangers de la mer. Notamment, en premier lieu, l'intoxication au sel. À force de patauger dans l'eau salée et dans l'huile, certains vont carrément perdre des membres. D'autres vont mourir de fatigue, se noyer. Et faut pas oublier qu'on est au large des côtes asiatiques, dans des eaux tropicales, le soleil est extrêmement ardent et certains vont tout simplement mourir de chaud ou d'hypothermie, à l'inverse quand la nuit tombe. À ce stade, ils sont à 450 km de la côte. Ils sont au beau milieu de l'océan Pacifique, ils sont en plein dans le territoire du requin Longiman et les choses vont commencer à se compliquer quand les premiers hommes vont commencer à mourir, quand les premiers cadavres vont apparaître. Certains hommes vont carrément péter un câble, vont être pris de folie et s'en prendre les uns aux autres. Toute cette agitation, tous ces morts vont attirer le requin du grand large qui d'ailleurs a pour habitude de suivre les bateaux depuis longtemps. À l'époque où il y avait des baleiniers qui pénétraient sur son territoire, il les suivait pour se nourrir de carcasses de baleines. Probablement le requin qui avait le plus l'habitude de suivre les navires, selon les marins en tout cas. Les requins vont commencer à se nourrir sur les cadavres. Ils vont commencer à attaquer les morts. Et au fur et à mesure que les requins affluent, eh bien, malheureusement, le requin Longiman est une de ces espèces qui, lorsqu'il y a du sang dans l'eau, vous savez peut-être ce comportement des requins qu'on peut observer, lorsqu'il y a du sang dans l'eau, lorsque ces congénères se nourrissent, ont tendance à s'exciter mutuellement en présence de nourriture. Et ce sont ces frénésies avec des centaines de requins attablés et donc des centaines, des dizaines de personnes mortes, des dizaines de personnes autour d'eux, que ces frénésies vont prendre une ampleur terrifiante qui traumatisera les survivants à vie. Ces frénésies vont entraîner des vivants. Je ne sais pas si vous connaissez ces images de requins corail qui se jettent à plusieurs et forment une boule autour d'un seul poisson dans un récif la nuit. Ce sont des images qu'on peut voir dans les documentaires animaliers. Imaginez qu'à la place du poisson, il y ait une personne. C'est tout simplement horrible et rien que de le décrire, je me sens un peu sale. Quand les secours arriveront, donc ça sera un hydravion qui les repérera après 4 jours d'errance dans l'océan. Ils auront réussi à survivre notamment en retrouvant dans les restes du bateau qui flottent encore à la surface des conserves et des crackers. Au départ, ils voudront juste déposer des provisions et de quoi flotter, des bouées, etc. Mais commenceront tout de suite à en récupérer le plus d'hommes possible, notamment ceux qui sont isolés, du fait de la présence des requins Longiman. Le moment est tellement dramatique, la situation est tellement urgente, que certains hommes seront carrément attachés aux ailes de l'hydravion pour pouvoir en emporter le plus possible, les libérer le plus vite possible de cet enfer. Finalement, sur les 1195 personnes qui étaient à bord du bateau, seules 316 seront récupérées vivantes. Et parmi les morts, on en attribuera minimum quelques douzaines aux attaques de requins, et certains parleront même de 150 personnes directement tuées par les squales, sans évidemment compter tous les cadavres que les requins auront dévorés. Vous vous demandez peut-être quelle était cette cargaison secrète que les marins transportaient à la base navale de Tinian. Le naufrage a lieu le 30 juillet 1945. C'est quelques jours plus tard que sa mission aboutira vraiment, puisque le 6 août 1945, la bombe Little Boy, fabriquée à partir des composants contenus dans la cargaison qu'il transportait, la fameuse boîte secrète, sera larguée sur la ville d'Hiroshima et mettra une fin terrible à la guerre entre le Japon et les États-Unis. Je trouve ça fou que la plus grande attaque, l'attaque de requin la plus meurtrière qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît, ait eu lieu sur le navire qui transportait l'arme la plus meurtrière jamais inventée par l'humain. Je peux pas empêcher de prêter un caractère un petit peu mystique à ce requin, de ce fait, qui va avec son apparence, sa grâce, mêlée à sa dangerosité et à son énergie. D'autres naufrages auront lieu plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale, plus tard et avant d'ailleurs, et au cours duquel on retrouvera des attaques et la présence de requins Longiman. En fait, on ne saura jamais vraiment si c'est lui le requin le plus dangereux du monde, il est probable, parce qu'on n'a pas des recensements précis sur le nombre de ces attaques. Ce sont des estimations à laquelle il faut qu'on se fie, parce que les attaques maintenant sont
Dieu merci, un peu moins fréquente, même si c'est pas toujours pour de bonnes raisons, quelque chose d'ironique et de tragique dans l'histoire de ce requin. Alors qu'il était autrefois extrêmement abondant dans les mers et dans les légendes des marins, en 1992, son nombre a fortement décliné et en l'an 2000, il aura diminué de 70%. On passe d'une espèce parmi les plus abondantes dans tous les océans du globe, il était présent dans tous les océans, au niveau plutôt équatorial, tropical, subtropical, pas vraiment dans les eaux tempérées, à peut-être l'espèce de requin la plus menacée du monde, en danger critique d'extinction, le plus haut niveau qu'on puisse avoir sur la liste rouge de l'UICN à l'échelle internationale. Et la principale raison pour laquelle cette espèce est menacée, c'est tout simplement la consommation. Le requin le plus meurtrier du monde, le requin le plus anthropophage du monde, eh bien on est tout simplement en train de le manger. Le manger lui et ses proies, puisque une autre cause de la disparition du requin, c'est la raréfaction de ses proies, les thons, les carangues, etc., dues à la surpêche. Encore maintenant, les attaques du requin longimane peuvent avoir lieu, même si du fait de la raréfaction du requin et également des naufrages et de la pénétration de son milieu, elles sont beaucoup moins courantes que celles d'autres espèces de requins, telles que celles que je vous ai citées au début. Toutefois, on peut remarquer que dans le cas des naufrages, comme dans le cas de ces attaques-là, eh bien le premier fautif n'est pas vraiment le requin lui-même, qui se contente de faire son boulot d'opportuniste, de grand vautour des océans. La faute revient, comme terriblement souvent, à l'homme. Les attaques qu'on peut avoir maintenant, ce sont bien souvent des individus qui ont été habitués à la présence de l'homme, qui ont une relation malsaine avec ce dernier, qui a passé beaucoup trop de temps à les nourrir, voire dans certains cas à les emmerder et à les harceler. À titre personnel, c'est peut-être paradoxalement cette légende, ce statut, cette aura de croque-mitaine que nous devrions chercher à préserver chez lui. Cette espèce d'ange de la mort, vengeur de nos propres fautes, parfois contre nous-mêmes. Une espèce de requin absolument unique, qui allie la grâce et la mort. C'est cette légende-là qu'on doit protéger. On n'a pas besoin de le connaître, on n'a pas besoin de le rencontrer. On a juste besoin de savoir qu'il est là et de raconter ses histoires. Alors, d'une part, aidons ce requin à redevenir l'une des espèces les plus abondantes de nos océans, et ne lui donnons pas trop d'occasion d'exercer son rôle de croque-mitaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Cette vidéo aura abordé des sujets qui sont assez graves, comme la guerre, comme tout simplement la mort de vraies personnes. Donc je ne veux pas trop glorifier l'aspect meurtrier de ce requin, c'est pourtant un petit peu ce que j'essaye de faire. Voilà, ça peut paraître étrange. Je tiens à dire que je considère pas du tout que ces hommes ont mérité de mourir parce qu'ils auraient livré la bombe. Ça m'appartient pas du tout, je considère que ça m'appartient pas du tout de juger de ce genre de choses. Par contre, je considère que ça ne sera jamais complètement la faute du requin. Voilà, ça je maintiens. Par contre, oui, je considère que le côté mangeur d'hommes de ce requin peut indirectement lui bénéficier parce que c'est sa légende. Parce que parfois, ce qui nous fascine chez des animaux, ça peut être tout simplement qu'ils sont des monstres, ça peut être nos prédateurs, ça peut être ce statut de monstre qui personnalise et qui peut nous pousser à les protéger. Cette espèce d'anthropomorphisme un peu maladroit peut parfois, je pense, jouer en leur faveur. Et comme elle a pu déjà leur jouer en leur faveur, c'est parce qu'on respecte la force du lion, parce qu'on aime raconter des histoires sur les lions, qu'on veut qu'il y en ait toujours. Mais peut-être que là-dessus, il faut qu'on reprenne un petit peu le regard de respect mêlé de crainte que pouvaient avoir peut-être nos ancêtres sur les animaux sauvages. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.